Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver. 30 minutes avant de vivre ce matin la messe à Lyon, dans le quartier du Point du Jour, à l'occasion du bicentenaire de l'institution Notre-Dame des Minimes, établissement scolaire salésien. Et puis, vers 11h55, nous conclurons, comme d'habitude, cette émission avec la parole inattendue aujourd'hui d'une femme de lettres, Héloïse d'Ormesson. Mais en attendant de vivre la messe aux Minimes, eh bien, je vous propose de rencontrer son chef d'établissement, Régis Michel. Bonjour. Bonjour. C'est une grande joie de vous recevoir ce matin sur le plateau du Jour du Seigneur. On va commencer avec une photo. Voilà l'institution Notre-Dame des Minimes, fondée donc en 1826, il y a 200 ans, anniversaire important. Établissement salésien, primaire, collège, lycée, classe préparatoire, 1800 élèves, c'est ça? Tout à fait. Donc c'est quand même quelque chose, une petite ville dans la ville. Tout à fait. Et pour être transparent, je précise que je suis un ancien élève de cet établissement et je suis très ému de vivre cet anniversaire avec vous. Et j'imagine que vous êtes ému également puisque ça fait une trentaine d'années que vous travaillez aux Minimes. Vous avez été professeur. Depuis 2008, vous êtes le chef d'établissement et vous prenez votre retraite à la fin de l'année scolaire. Ces murs, qu'est-ce qu'ils représentent pour vous ? Il représente toute l'âme de l'institution. Et puis, si on regarde cette photo, on voit Jean Bosco avec 2 enfants à ses côtés sur un des murs de façade. Et ça représente toute la vie très simple qu'on essaye d'avoir. Don Bosco voulait que ces institutions soient d'abord une maison qui accueille en toute simplicité, en connaissance, en regard de proximité avec tous les jeunes accueillis, et puis une école qui prépare à la vie, et je crois qu'on essaye de le faire. Et c'est important dans un quartier mixte à Lyon, dans le 5e arrondissement, vraiment c'est un quartier mixte. Tout à fait, c'est un quartier mixte dans lequel, autour des Minimes, il y a... Comme je dis souvent, on est dans l'ouest lyonnais, donc plutôt privilégié comme population, mais on a 2 quartiers populaires avec des habitats populaires à proximité des Minimes, et ces jeunes viennent chez nous. Les Minimes, c'est pas haut les murs, c'est une institution qui accueille très simplement avec des activités scolaires fortes, bonne réussite aux examens nationaux, bien sûr, mais aussi nous avons des sections sportives autour du volley, du football, du tennis, du handball, et ça donne une grande variété de jeunes qui s'expriment dans tous leurs talents. Et je peux le dire aussi ce matin, puisque j'en ai été témoin il y a quand même quelques années maintenant, mais c'est aussi pour ça qu'on voulait passer cette fin de matinée avec vous. En France, l'enseignement catholique accueille quand même 1 élève sur 5, mais vous l'avez sûrement entendu, il est au cœur de plusieurs polémiques. On a voulu en savoir donc un peu plus sur l'ADN, sur ce qui fait fondamentalement l'enseignement catholique. Décryptage avec Geoffrey Defebvre. Ces derniers mois, plusieurs polémiques ont secoué l'enseignement catholique. Révélations d'abus, débats sur la place du religieux, sur l'éducation affective et sexuelle, et une accusation récurrente d'incarner une école à 2 vitesses, marquée par l'élitisme et l'entre-soi. Il est clair que l'école catholique a encore des progrès à faire aujourd'hui en termes de mixité sociale. Malheureusement, on est implanté dans les grands centres-villes qui, autrefois, étaient des quartiers populaires et qui aujourd'hui, avec la gentrification, sont devenus des quartiers hyper résidentiels. Mais l'enseignement catholique, c'est pas que ça, c'est aussi le rural. On est au service de la scolarisation de tous les élèves. L'enseignement catholique scolarise un élève sur 5 dans 7000 établissements sous contrat avec l'État, via la loi Debré de 1959. Celle-ci garantit à la fois la mission de service public et la liberté d'un projet éducatif spécifique, appelé caractère propre. Ces 3 composantes, la loi Debré, c'est-à-dire le respect de la liberté de conscience, la mise en œuvre des programmes et puis l'accueil de tous, ne sont pas un extérieur du caractère propre. Le caractère propre, la proposition éducative de l'enseignement catholique, appelons ça comme on veut, vise à faire grandir tout ça dans une personne unifiée et pas petit bout par petit bout, morcelé, façon Pulse. En 2025, 67% des Français se déclarent attachés à la liberté de choix entre écoles publiques et écoles privées catholiques. Dans une république laïque, l'enseignement catholique jongle entre identité assumée et accueil universel. Dans l'enseignement catholique, on est attentif à faire des propositions religieuses à l'ensemble des élèves. Certaines relèvent de la culture, alors la culture du christianisme, la culture chrétienne, comme on l'appelle parfois. Ça consiste à se dire que ce serait dommage d'avoir passé 1 an, 2 ans, 3 ans, 6 ans dans une école catholique en ne sachant pas ce que signifie le mot carême. Il y a d'autres propositions de type plus catéchétique ou de propositions des sacrements qui sont faites aux volontaires, donc elles ne sont jamais apposées à personne, ce qui fait que chacun peut trouver sa place.
En octobre 2025, le pape Léon XIV a publié une lettre apostolique sur l'éducation. Pour lui, l'école ne se limite pas à la performance ou à la transmission de savoir. Le but de l'école catholique, c'est évidemment de former la personne dans la perspective qu'elle puisse trouver sa vocation à la fois personnelle et sociale, c'est-à-dire ce qui va la rendre heureuse, elle, et ce qui va contribuer aussi au bien commun. Entre cadre républicain et inspiration chrétienne, l'enseignement catholique est invité à dire clairement ce qu'il veut transmettre. Et c'est ce qu'on va voir tout de suite avec notre invité Régis Michel, chef d'établissement au Minimes. Nous célébrerons la messe à partir de 11h avec les élèves et le personnel des Minimes à l'occasion du bicentenaire du côté de l'église Notre-Dame du Point du Jour à Lyon, dans le 5e arrondissement. On a entendu ces critiques qu'on va essayer de dérouler au prisme de votre expérience. D'abord peut-être la plus importante, celle qui revient le plus souvent, l'entre-soi, l'élitisme. Est-ce qu'au Minimes, dans votre établissement, vous accueillez tout type d'élèves, de toute culture, de tout environnement socio-professionnel ? Comme je l'ai dit en introduction, nous accueillons des élèves qui viennent des quartiers populaires qui sont à proximité de l'institution. Très simplement, et dans beaucoup de projets, on voit des élèves se rassembler. Et je donne un exemple, deux exemples. Il y a 3 ans exactement, nos élèves sportifs footballeurs ont remporté un titre dans l'établissement, en portant les couleurs de notre établissement. Jessie, Moussa et Gwendal étaient ensemble et en volée il y a quelques années. J'avais montré à un professeur de PS, vous avez dans cette photo le résumé de notre institution. Justine, qui est la fille d'un responsable important dans une entreprise lyonnaise, et puis Cyrine, qui vient d'un quartier, le quartier de la Duchère, et toutes les deux avaient remporté le championnat de volley. Et je crois que c'est une cohabitation très simple. Et celle qui vient du quartier de la Duchère, qui est un quartier très populaire à Lyon, c'est pas un cas isolé. Je veux dire, ce n'est pas un cas isolé, c'est la mixité, nous la recherchons pas, mais nous la vivons très simplement dans l'établissement. On ne cherche pas des statistiques, mais on la vit très simplement. Le pourcentage d'élèves de milieux favorisés ou très favorisés dans l'école publique, c'est 32,3%, et dans l'école privée sous contrat, 55%. C'est quand même une réalité dans l'ensemble de l'enseignement catholique. C'est une réalité que nous vivons aussi dans l'établissement. Plus fortement sur le lycée et sur les classes préparatoires, où la mixité est un peu moins forte. Mais cette mixité, comme je le disais, elle est à la fois sociale, mais aussi elle est scolaire. Parce que souvent, on dit élitisme dans nos établissements. Le niveau scolaire est recherché, mais on recherche surtout la qualité de travail des élèves, leur implication. Et comme je le dis souvent dans les rendez-vous d'inscription que nous faisons avec toute l'équipe de direction de l'institution, nous parlons de aller au meilleur de vous-même. L'excellence, elle est pour tous, chacun à son niveau. C'est un peu des mots qu'on répète et qu'on aime répéter dans l'institution. Parce que ce petit décalage peut poser question aux gens, quand même, aujourd'hui en France, hein. Décalage dans les résultats scolaires. Oui, dans les résultats scolaires, en se disant ah bah tiens, dans l'enseignement catholique, dans le privé sous contrat, ce sont les meilleurs, et on exclut on met à la porte ceux qui n'ont pas le niveau, en gros. Je ne crois pas que ce soit la réalité. Dans notre institution, dans l'établissement que je dirige, il y a une montée des cohortes au collège très forte, au lycée aussi, c'est-à-dire que d'année en année on passe, il y a des réorientations, il y a le mouvement de la vie, des déménagements, mais il n'y a pas de politique dans l'établissement on ne prend pas, on ne garde pas, et on veut absolument s'assurer les meilleurs résultats possibles. Ils sont de qualité, on fait grandir les élèves. Tous. Et on fait grandir les élèves, tout à fait. Ça, c'est votre conviction. On va voir une photo, on parle aussi de l'identité catholique, de l'enseignement catholique. Évidemment, regardez, ça c'est vous, dans la chapelle des Minimes. Ça, c'est le mot du matin. Qu'est-ce que c'est exactement ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ? Vous êtes devant les élèves. Voilà. Donc, c'est le mot du matin, de manière à tous les moments liturgiques importants, à la Toussaint, à Noël, l'entrée en carême, Pâques. Nous accueillons les élèves niveau par niveau dans notre chapelle pour, avec le prêtre référent, le père Pascal, qui est un salésien Don Bosco, curé de la paroisse, qui va célébrer tout à l'heure. Nous accueillons tous les élèves pour les éclairer, leur faire une annonce très simple de ce que vivent les chrétiens. Noël, par exemple, l'accueil de l'enfant Jésus, Dieu s'est fait homme. C'est une belle nouvelle, une bonne nouvelle qu'on leur annonce. Et puis on essaie de tous les rejoindre en leur disant regardez, à Noël, Jésus a été accueilli dans des conditions un peu de fragilité. Personne ne pouvait l'accueillir. On l'a accueilli dans une étable
aujourd'hui, vous tous, Ouais, comment ça accueillez-vous parle d'aujourd'hui, dans bien votre sûr. quartier, dans votre classe, le plus petit parmi vous, comment l'accueillez-vous? Ça, c'est de la bonne pédagogie. Ça, vous affirmez l'identité catholique sans l'imposer d'une manière Sans l'imposer. brutale ou à tous de la même manière. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les élèves, il n'y a pas que des catholiques, évidemment. Il y a de tout type. Il y a, on est le reflet d'une société sécularisée avec des enfants chrétiens pratiquants, mais la majorité de nos enfants ont reçu le baptême, mais beaucoup ne pratiquent pas, et on a beaucoup d'enfants qui n'ont pas de sensibilité religieuse ou qui sont d'autres religions. Dans le décryptage, on entendait aussi cette critique, de se dire que ça serait peut-être dommage si on ne sait pas ce que c'est que le carême en sortant d'une scolarité dans l'enseignement Tout à fait. catholique. Vous êtes Tout d'accord à avec fait. ça? Là, il faut, je pense, éclairer. Nous participons dans nos établissements, on est sous contrat avec l'État, à une mission de service public. La laïcité, nous la vivons, mais on n'est pas dans une neutralité. Nous devons donner des éclairages. Éclairer, c'est éveiller la conscience et ça permet la liberté de conscience. La liberté de conscience, j'y suis attaché. Saint François de Sales, qui a beaucoup inspiré Jean Bosco, qui a vécu au siècle des humanistes, était lui aussi attaché à cette liberté de conscience. Mais la conscience ne peut s'exercer librement que si elle a été éclairée, instruite, cultivée, et après les choix peuvent se faire. C'est une bonne manière, en tout cas, de proposer la foi Tout à fait. aux élèves. Je rappelle qu'ils sont 1800 au minimum. Enfin, une question importante qui pèse beaucoup sur l'enseignement catholique aujourd'hui, c'est les scandales de violence, d'abus sexuels. L'enseignement catholique a mis en place une commission, vient tout juste de mettre en place une commission pour continuer ce travail de vérité. Quelle est votre conviction à vous, Régis Michel, sur cette question qui est délicate? Ma conviction, c'est que dans le réseau dans lequel je suis, on est très attentif, bien évidemment. Et dans l'établissement, l'organisation est très simple. C'est le regard croisé sur les élèves qui permettra de ne jamais mettre un adulte en face à face permanent avec un élève, de croiser les regards et de faire un accompagnement en équipe de tout élève qui peut avoir une difficulté ou tout élève pour qui une fragilité arrive. Et c'est là où les difficultés peuvent avoir lieu quand l'adulte se retrouve seul. Donc le regard croisé, on a une densité d'adultes auprès des élèves importante. C'est intéressant ce que vous dites, c'est des réponses très pragmatiques. Tout à fait. C'est du concret. C'est tout à fait du concret. Et puis en même temps, tous les réseaux et le réseau des Salésiens de Don Bosco mettent en place des chartes. Et nous, on met en place une charte, journée pédagogique dans quelques semaines. Cette charte va être présentée à tous les enseignants. La charte du bien vivre et du bien-être dans un établissement, qu'est-ce que ça veut dire? Et je vous rappelle que ce matin, nous allons célébrer la messe du côté de Lyon, dans le 5e arrondissement, à l'église Notre-Dame du Point du Jour, à l'occasion du bicentenaire de votre établissement. À la prédication, tout à l'heure, on entendra un frère dominicain qui vit à Lyon, Camille de Bellois. On lui a demandé son point de vue sur l'enseignement catholique et il nous parle de ses années collège et ses années lycée. Regardez. J'ai fait toute ma scolarité dans des établissements de l'enseignement catholique. Comme témoignage personnel, j'évoquerai mon année de terminale. J'étais en section littéraire, notre classe n'était pas très nombreuse, mais cela favorisait nos échanges. Et j'ai eu alors un excellent professeur de philosophie. Cet homme est toujours un fervent chrétien, mais ce qu'il nous enseignait, c'était bien la philosophie. C'est-à-dire qu'il nous a appris à penser librement par nous-mêmes. Oui, c'est dans l'enseignement catholique que j'ai pu expérimenter la liberté. Et j'ai aussi le souvenir de moments forts passés dans la chapelle à prier. Ces moments ont beaucoup compté pour moi. Ce que j'ai reçu de l'enseignement catholique, c'est donc à la fois une formation exigeante, un éveil à la liberté et une ouverture à la vie spirituelle. Le frère Camille de Bellois qu'on retrouvera à la prédication tout à l'heure pendant la messe du côté de l'église Notre-Dame du Point du Jour à Lyon, dans le 5e arrondissement. C'est une église qui est située juste en face de l'institution Notre-Dame des Minimes. Comment vous réagissez à ce que dit le frère Camille? C'est intéressant, il parle bien de ce qu'est l'ADN finalement de cet enseignement catholique, à la fois une formation humaine, intellectuelle et spirituelle. La foi et la raison se rencontrent en permanence et c'est vrai qu'on a souvent dans nos établissements la chance d'avoir des professeurs
un professeur que vous avez connu, qui était votre professeur de philo, qui a beaucoup marqué des générations d'élèves, Monsieur Venet. Et puis, en classe préparatoire, nous avions un frère, le frère Pierre Duvert, qui longtemps a œuvré dans notre institution jusqu'à sa retraite et qui a marqué, mais de manière considérable aussi, dans une vraie approche chrétienne et d'éclairage de la foi et de la raison, à la manière des thomistes, faire rencontrer la foi et la raison. Avec cette quête de liberté, comme le dit le frère Camille. Comme je le disais tout à l'heure, C'est ça, c'est le cœur hein, cette de ce que liberté, vous faites. la foi et liberté, j'allais dire, et s'il n'y a pas cette liberté au cœur, cette liberté de conscience, on ne pourra pas annoncer. Mais c'est au cœur de la foi et de l'enseignement catholique, je crois. Regardez ce que dit le pape Léon XIV sur l'enseignement catholique. Une personne n'est pas un profil de compétence, elle ne se réduit pas à un algorithme prévisible, mais elle est un visage, une histoire, une vocation. Ça, on peut vraiment l'appliquer à ce que vous faites. C'est vrai que profil Votre de manière de voir compétence, les jeunes. nous, on essaye de dire, je dis souvent, un élève ne se résume pas à son bulletin scolaire, il est très important, mais on aime bien découvrir d'autres compétences au travers des compétences artistiques, sportives, qui mettent en confiance l'élève, qui le font grandir. Et même dans notre institution, dans les classes de collège, on a ce qu'on appelle des ateliers après les heures de cours, vers les 16h30, animés par des professeurs de maths, de français, d'histoire, qui sont le lendemain matin professeurs de maths, de français ou C'est d'histoire super. auprès des élèves. Du coup, ils peuvent avoir des regards croisés sur telle et telle compétence. Cet élève, il a une qualité théâtrale en théâtre remarquable. En français, il pourra réussir. La clé, elle est peut-être là, hein, la confiance. La confiance, c'est le cœur de la pédagogie de Don Bosco. Cette confiance, ce regard optimiste sur l'élève. L'élève que nous accueillons, on a a priori confiance en lui. Tout élève qui rentre en 6e ou en seconde a envie de réussir. On va avancer sur ce chemin-là avec lui. Bien sûr, c'est pas toujours aussi simple et on parle aussi souvent de contrat de confiance. On révise le contrat entre eux et nous. On n'est pas dans le cliché de l'élitisme qui exclut, en tout cas, ou de l'entre-soi. Tout à fait, là c'est bien clair. Pourquoi à l'origine, vous êtes professeur d'économie. Pourquoi vous avez choisi l'enseignement catholique? Vous avez fait toute votre carrière dans l'enseignement Alors, catholique c'est- par rapport à l'enseignement public. Parce qu'on compare souvent les deux, parfois on les oppose, ce qui est Mm. peut-être un peu stérile et idiot d'ailleurs. Mais pourquoi vous avez fait ce choix-là de l'enseignement catholique, vous, personnellement, Régis Michel? C'est une tradition, j'ai fait ma scolarité, mes parents aussi, et toute ma famille dans l'enseignement catholique. Et quand il s'est agi de m'engager dans l'enseignement catholique, c'était en 1984. Je n'étais pas militant au terme de la manifestation importante qui a eu lieu en 1984. Soutien à l'école libre. Soutien à l'école libre. Et bien justement, je crois que ça m'a permis de bien redéfinir ce qu'était l'école libre d'initiative, catholique universelle, donc, et qui accueille tout le monde, avec un message d'annonce de l'Évangile, et puis sous contrat avec l'État, c'est-à-dire que sans aucun complexe et sans aucune opposition, nous sommes dans une mission de service public, en complémentarité avec nos collègues des établissements publics que nous côtoyons. Dans Ça, le c'est 5e, très nous les important côtoyons. à le dire aujourd'hui. Il n'y a pas d'opposition. Il n'y a pas pour vous. d'opposition pour moi, non. Allez, on va quand même voir aussi un portrait. On en parle depuis tout à l'heure. Don Bosco, ce prêtre du 19e siècle, italien, qui a œuvré à la formation des jeunes défavorisés. Voilà, il est de son époque, Saint Jean Bosco. En quoi il est d'actualité pour 2026 dans un établissement comme les Minimes, pour vous? Par ses intuitions. L'intuition première, c'est de faire que tout élève accueilli est un élève. Quand il accueille ses élèves, les premières rencontres qu'il a, il les appelle chaque fois amis. Tu es mon ami avec Dominique Savio, avec Barthélemy Garelli, enfant un peu perturbateur, avec Michel Magon, tout autant le capitaine de Carmagnole, qui était un leader de bande certainement. Et donc, tu es mon ami, ça veut dire qu'il a un regard positif a priori sur chacun des élèves, parce que, à l'image de Dieu, ce jeune compte énormément pour moi. Ça, c'est l'intuition. Puis l'autre intuition, c'est ces premières maisons qu'il a créées, qui étaient de mettre en sécurité les élèves, un toit, à manger, et puis un accueil familial. Voilà, c'est ces intuitions-là qui m'ont beaucoup frappé.
Tu es mon ami. Est-ce que vous connaissez par exemple, vous pourriez dire le prénom de pratiquement tous les élèves que vous avez Alors, comme au je le Minime? dis, les 1800 élèves, non. Mon prédécesseur, le père d'Étard, qui a créé l'institution en 1826, oui. Mais justement, face à une réalité, cette réalité-là, on a beaucoup de responsables sont en capacité de En bien connaître. proximité, vraiment sur le terrain. Partons maintenant à Lyon, bien sûr, sur le chemin de la Messe que nous allons célébrer dans une dizaine de minutes maintenant sur l'une des collines de la capitale des Gaules. Mais d'abord, je vous propose de nous arrêter sur les quais du Rhône, dans le quartier de la Guillotière, à la rencontre de Pierce, un étudiant qui, vous allez le voir, aide les étudiants. C'est un très beau témoignage. On regarde. Je m'appelle Pierce Philippe, je viens de l'île Maurice. Ça fait 3 ans que je suis à Lyon et je suis étudiant en musicologie. Quand je suis arrivé à Lyon, c'était un peu compliqué financièrement. Je me suis affronté un peu à la précarité étudiante. Et il y a un ami qui m'a proposé l'épicerie solidaire de l'épicerie de Saint-André pour pouvoir me nourrir. À la porte de gauche. J'ai été bénéficiaire pendant un peu plus d'une année. Puis je suis bénévole depuis 1 an et demi. Cette épicerie solidaire se trouve dans la crypte de l'église de Saint-André. La distribution a lieu tous les mercredis et c'est réservé aux étudiants de moins de 35 ans. Tac, et carte étudiante, nickel. Tiens. Merci. On aide entre 50 et 70 étudiants par semaine. Tac. Pour bénéficier de l'épicerie solidaire, il faut s'inscrire sur le site de l'épicerie en ligne. C'est gratuit et souvent, au bout de 45 minutes, 1 heure, il y a déjà plus de place. J'ai toujours aimé aider les gens. Et quand l'opportunité s'est présentée, ça m'est venu naturellement d'accepter d'être bénévole. Connaissant les galères des étudiants, j'ai pas réfléchi à 36 000 fois, quoi. Pour moi, c'est normal. Ça se passe bien? Ouais, plutôt bien. On a eu des premiers résultats. Ça se passe plutôt bien. Tu as validé le semestre, c'est bon? Ouais. Ok, nickel. Ça m'apporte de la joie. Ça m'apporte, je me sens complet de pouvoir aider les autres et juste de faire quelque chose de sa vie, quoi. C'est utile, c'est limite un moteur de vie. Si j'ai un message à faire passer aux étudiants, c'est de ne pas hésiter à demander de l'aide. Des fois, on a un peu honte, mais n'hésitez pas. Vous verrez que c'est une charge mentale en moins de savoir qu'on a de quoi se nourrir. C'est un très beau témoignage, mais qui parle d'une réalité très difficile, celle des étudiants aujourd'hui, et leur précarité. C'est des situations que vous rencontrez, puisqu'il y a des étudiants en classe préparatoire au Minime. On a près de 200 étudiants en classe préparatoire sciences politiques et prépa aux grandes écoles de commerce. Cette réalité est plus loin pour nous, mais nous avons ce souci d'accueillir des jeunes de tous les milieux en proposant une tarification adaptée avec le quotient familial. Et dans le réseau, on a une solidarité qui travaille. Voilà. Une critique qu'on entend souvent sur l'enseignement catholique, mais on peut adapter le paiement, le paiement de la scolarité. On est tout à fait dans le regard précis auprès de tout étudiant et famille qui va faire cette demande, mais elle est anticipée par une grille de scolarité basée sur le quotient familial. Avant d'accueillir Constance, qui va poursuivre aussi cette découverte de ce quartier du Point du Jour, peut-être une question sur votre foi. En quoi elle a bougé en 30 ans de carrière au Minime? Elle a bougé dans le sens où on accueille des élèves au nom d'une foi, d'une bonne nouvelle, l'Évangile, et au nom d'une personne, et peut-être qui est le Christ, et peut-être qu'elle a bougé, ma foi, dans le sens où, il y a une décennie, je disais, nous accueillons au nom des valeurs de l'Évangile. Aujourd'hui, je dis, nous accueillons au nom des valeurs de l'Évangile, au nom d'une personne, Jésus-Christ, qu'on va essayer de faire rencontrer à la plupart des élèves. Merci en tout cas pour ce témoignage. On poursuit. L'émission se poursuit évidemment puisque nous sommes sur le chemin de la Messe que nous célébrerons dans 5 bonnes minutes maintenant dans le quartier du Point du Jour, juste derrière la colline de Fourvière. Mais d'abord, nous allons nous balader dans ce 5e arrondissement de Lyon avec Constance de Bonaventure. Bonjour Constance. Bonjour David, bonjour monsieur. Et vous revenez de Lyon, plus précisément de ce 5e arrondissement. Vous êtes parti sur les traces des premiers chrétiens avec une très belle expo.
Oui, dans ce très beau quartier historique. Alors moi, j'ai découvert l'Anticaille qui se trouve dans un ancien couvent de Visitandine. On est toujours sur la colline de Fourvière. Et c'est un centre culturel sur le christianisme, plus précisément un lieu de mémoire de la persécution chrétienne à Lyon, qui abrite notamment le supposé cachot de Saint-Potin, que vous voyez ici. Saint-Potin, c'était le premier évêque de Lyon. Et puis, il y a également dans ce musée une très belle salle des mosaïques du 19e siècle que vous voyez à l'image. C'est magnifique. Alors, Vous connaissez la salle, Régis? Oui, tout à fait. En ce moment, le musée propose une très belle expo que vous devez connaître aussi sur le peintre lyonnais Jean Couty. C'est un artiste emblématique de la peinture figurative du XXe siècle, artiste emblématique aussi de la ville de Lyon. Une trentaine de tableaux de l'artiste sont disséminés un petit peu partout dans le musée et on voit bien dans son œuvre l'attachement que l'artiste porte à sa ville, à la ville de Lyon, sa ville natale, à ses fleuves, à ses quais, à ses ponts. Il peint en fait l'âme de la ville. Regardez là, ici, c'est l'île Barbe. Et on sent vraiment dans ses peintures qu'il dépeint en fait l'âme de Lyon. On devine également dans ses œuvres la fascination qu'il a aussi pour toutes les églises romanes. Ici, c'est la basilique de Clermont-Ferrand. Il a toute une série comme ça sur des églises romanes un peu partout en France. Et puis, je vous propose de terminer sur son œuvre majeure. C'est le Bénédicité. Là, on s'en rend pas forcément compte, mais c'est une toile gigantesque, très très grande, monumentale. Il a capté en fait ces 5 religieuses lors d'un bénédicité dans leur couvent et c'est vraiment très très beau. Les couleurs sont vibrantes, c'est une œuvre très singulière, l'œuvre de Jean Couty, et c'est à découvrir donc jusqu'au 30 avril à l'Anticaille. C'est pas mal, c'est l'âme de Lyon, ce que vous disiez, Constance, Régis. Oui, tout à fait. Lyon a une âme vraiment. A une âme et nous sommes dans un bâtiment historique, un ancien Carmel que nous occupons depuis 1968 et nous avons fait une très belle rénovation de notre cloître en le couvrant d'une belle verrière et en redistribuant tout le lycée. Et donc, ce cloître est devenu à la fois triomphe, forum, agora, Un lieu de vie. Agora, c'est beau. Un très beau lieu de vie et allier le beau et à la modernité, c'est toujours une belle rencontre. On reste dans le quartier, Constance, en se rapprochant tout doucement du point du jour où nous célébrerons la messe tout à l'heure. Oui, alors on est toujours dans le 5e arrondissement, dans le quartier Saint-Irénée-Saint-Just, qui se trouve aussi toujours sur la colline de Fourvière. Vous voyez, ça surplombe la ville, on est vraiment là encore sur les traces des premiers chrétiens. Et moi, je vous propose de vous arrêter à l'église Saint-Irénée. C'est un lieu de mémoire qui célèbre cette fois-ci non pas le premier, mais le deuxième évêque de Lyon, Saint-Irénée, qui abriterait donc aussi son tombeau dans sa crypte. Alors malheureusement, elle est actuellement en travaux, donc on l'a vu, mais on n'a pas pu filmer. L'église, en tout cas, à sa partie basse, fait partie des plus anciens édifices de Lyon. Elle a été restaurée au 19e siècle. Et on va aller juste derrière l'église. Il y a cette petite place qui domine avec son calvaire. C'est un très beau calvaire. Quel point de vue. Ouais, c'est magnifique. Je ne connaissais pas cet endroit. Et pourtant, je suis lyonnais. Mais il y a un très beau point de vue sur toute la ville. C'est un calvaire qui est érigé au XVIIe siècle dans l'enclos de l'église, avec bien sûr, on retrouve le Christ et ses 2 larrons. Et il fait le lien justement entre la passion du Christ et celle des premiers martyrs chrétiens. Et c'est un calvaire assez remarquable et très rare parce que c'est vrai qu'on voit très peu de grands calvaires comme ça aussi importants dans les centres de villes, notamment de grandes villes comme Lyon. En 2 mots, vous avez réagi sur la rue des Maccabées. C'est chez vous, ça? C'est chez nous, puisque nous avons eu 3 lieux d'implantation, 1826, place des Minimes, rue des Maccabées à partir de 1910 et 1968. Et là, on monte vers la colline et on monte un peu plus haut, là où nous sommes aujourd'hui, dans l'ancien Carmel. Et là, on va aller du côté de l'église Notre-Dame du Point du Jour. Vous avez eu le temps de passer devant. Voilà, oui, exactement. On est passé devant, complètement. On change de décor, même si, encore une fois, on n'est vraiment pas loin. L'église du Point du Jour, elle est beaucoup plus contemporaine. C'est vraiment une église 20e siècle. Et vous voyez, c'est du béton. Et puis, il y a aussi ce clocher très étonnant que vous voyez là et qui symbolise la tente. Et allez, avant de retrouver les fidèles qui nous attendent dans l'église, votre coup de cœur culturel de la semaine, c'est un livre. Oui, c'est un livre, ça s'appelle Foi de prof. Alors, c'est un témoignage très intéressant, d'autant plus si vous voulez approfondir les réflexions qu'on vient d'avoir sur ce plateau. L'auteur, Harold Cobert, nous raconte en fait tout simplement son année de professeur de lettres dans un établissement privé parisien, catholique. Et c'est son journal de bord dans lequel il nous parle surtout des défis auxquels il a été confronté, omniprésence des réseaux sociaux, orthographe hésitante. Et c'est finalement un plaidoyer pour l'école privée catholique dans laquelle il dit avoir découvert la méritocratie et l'engagement sans borne des enseignants. Merci Constance, vous pourriez écrire Foi de proviseur. Après toutes ces explications. On prendra du temps. Oui. Et certainement, il y a de belles expériences à écrire et à mettre en page.
Allez, il est presque l'heure de vivre la messe donc dans cette église Notre-Dame du Point du Jour. Vous l'avez compris, située en face de votre établissement, les minimes dont nous fêtons donc les 200 ans cette année. Nous fêtons également les 100 ans du campus Don Bosco, situé dans le même arrondissement, le 5e arrondissement de Lyon, dédié à l'apprentissage professionnel et technique. Et c'est la magie de la télévision. Avec Régis Michel, nous vous retrouverons dans quelques minutes en direct de Lyon. Mais d'abord, rencontre avec celles et ceux qui nous ont aidés à préparer la messe ce matin dans ce très sympathique quartier du Point du Jour. À tout à l'heure.